this way. Maybe we really belong together, but after all, how little we know. Quand Humphrey Bogart l'a rencontrée, celle que vous entendez chanter, Lorraine Bacall, elle était très très jeune. Ah oui, très jeune, ils ont 25 ans d'écart. C'est simple, oui, alors. 25 ans, oui. C'est comme, et alors, il l'a aperçue sur une revue en couverture. Puis après, il a joué avec elle. Oui, et puis ils se sont mariés en 1945, s'il vous plaît. Oui, mais avant tout cela, il faut rappeler donc qu'il est mort il y a 60 ans. Oui, exactement. Voilà, janvier 1957, très belle année, mais voilà, c'est un drame là, pour évidemment pour la famille. Et puis lui, parce qu'il est dans sa 58e année, il allait fêter ses 58 ans. Alors c'est assez complexe parce que si vous lisez sa biographie, on vous dit il est né, écoutez bien, le 25 décembre 1899. On dit c'est pas possible. Ben non, c'est pas possible. Non. En fait, il est né en janvier 1899 et ce sont les studios. Alors il a travaillé pour la Fox, pour la Columbia et surtout pour les frères Warner. Et c'est au moment où les frères Warner le prennent en main qu'ils disent que mais ce rôle de méchant qu'il joue dans la plupart de ses films, ce rôle de gangster, on peut l'adoucir en donnant au public une date de naissance qui est favorable, quoi. En étant né un 27 décembre, vous ne pouvez pas être foncièrement mauvais. C'est l'esprit, c'est l'idée. Voilà. Ça a marché, bon, ça plus ou moins, mais en tout cas, voilà ce physique extraordinaire. Il a été nommé en 1999, donc à titre posthume, le plus grand comédien masculin de tous les temps. Ah bon? Par des revues américaines. Donc c'est assez étonnant, mais il avait un succès évidemment colossal. Ah voilà, Lorraine Bacall. Les voilà tous les deux ensemble. Ils ont tourné plusieurs films, on va en voir des extraits d'ailleurs, mais c'est un garçon qui devait faire des études. Son père est chirurgien et puis il lui dit, mais il le pousse un petit peu, il veut qu'il fasse Yale. Alors c'est quand même une grosse université, une grande université américaine, mais lui il se lasse très vite et puis il profite de l'année 1916-1917 alors qu'il a tout juste 18 ans. Il s'engage dans la marine. Parce que c'est la guerre, les Américains viennent d'entrer en guerre en 1917, ils s'engagent dans la marine, et c'est au cours de ces missions entre 1917 et 1918 qu'il va avoir cette blessure à la bouche, cette blessure aux lèvres, à la lèvre, qui va lui donner cette diction et puis ce physique, là, en tout cas sur la partie basse du visage. Une diction un peu particulière. Un peu particulière, on va l'entendre. Oui, voilà, exactement. Il est légèrement nasillard un petit peu, vous savez qu'il parle un petit peu du nez. Et en fait, alors on ne sait pas trop, est-ce que c'est un éclat d'obus directement, ou est-ce que c'est un éclat de bois suite à un éclat d'obus, ou peut-être même un coup de poing, peut-être un coup de poing qui lui a été donné par un prisonnier qui portait des menottes. Alors, je vous propose de le regarder et surtout de l'écouter. On commence par un extrait. On l'écoute en anglais ou... En anglais, évidemment, en version originale, s'il vous plaît. Donc, voilà ce bel Humphrey Bogart dans Casablanca, aux côtés d'Ingrid Bergman. Humphrey Bogart is Rick, cynical expatriate. What is your nationality? I'm a drunkard. Alors on entend très peu, évidemment, mais on entend un peu cette... Alors voilà, le voilà avec Ingrid Bergman. Donc dans ce film Casablanca de 1942, il n'a pas commencé par le cinéma, il a commencé par le théâtre. En fait, au sortir de la guerre dont je vous parlais, la suite à sa blessure, il ne sait pas trop quoi faire. Alors il fait mille et un petits boulots, et puis finalement, c'est un de ses copains qui lui dit « Mais pourquoi tu ne viens pas travailler au théâtre avec moi ?» Là, on est dans le film Le Grand Sommeil de 1946, et vous allez voir qui va apparaître derrière ces rideaux un petit peu trans... Eh ben la voilà, regardez comme elle est magnifique, c'est Lorraine Bacall. Et évidemment, ces deux-là vont se marier. Je vous le disais tout à l'heure, c'est son 4e mariage à Humphrey Bogart. Là, nous sommes en 1952. Il reçoit l'Oscar. C'est le seul de sa carrière. 1952 pour The African Queen, le film qui a été tourné en 1951. Donc là, on le voit, une première de Sabrina. Avec Catherine Hepburn. Avec Audrey Hepburn. Non, Catherine. À son bras, là. Non, mais le African Queen. Ah oui, pardon, excusez-moi, oui. Alors que là, il est avec, c'est ça le piège, là, il est avec Lorraine Bacall. Oui. Et en fait, il a tourné avec Audrey Hepburn dans ce film. Ava Gardner. Et là, Ava Gardner, évidemment. On ne pouvait pas ne pas le passer. Il les a eues toutes dans ses bras. Ah oui, toutes dans ses bras. Au cinéma, j'entends. Oui, vous avez raison de le rappeler, mais toutes les grandes comédiennes de l'époque, effectivement. Alors, on a laissé un petit peu... Ça, c'est la comtesse aux pieds nus. Voilà, bravo, exactement. 1954. Donc, il y avait le Faucon maltais, John Huston
Hudson, il l'a fait tourner énormément, et notamment tout à ses débuts en 1941. Et John Huston sera à ses obsèques. Là, le voilà, c'est son fils qui est le petit garçon que l'on vient de voir. Stephen, il a eu 2 enfants avec Lauren Bacall, Stephen et Leslie. Stephen est devenu romancier et Leslie n'a pas suivi les traces paternelles. Et c'est évidemment sur les obsèques en 1957, je vous le disais, en janvier 1957, dans sa 58e année, tout Hollywood était là. Et je rappellerai juste on l'a entendu en anglais évidemment, mais les films étaient souvent présentés en France à la télévision, en version française. Et parmi ceux qui ont doublé Humphrey Bogart, il y a une surprise. J'ai trouvé Maurice d'Orléac, figurez-vous, le papa de Françoise d'Orléac et de Catherine Deneuve. Qui était comédien, il ne faut pas l'oublier. Oui, il ne faut pas l'oublier. Et donc, il a dans un film, juste Les Anges aux figures sales, c'est lui qui a fait la voix française de... Alors, la question qui a été posée par un téléspectateur, M. Drouin de Paris, il demande si, quand on le doublait, il y avait ce chuintement un petit peu... Voilà, il y a eu 4 comédiens qui l'ont doublé principalement. Alors, il faudrait qu'on réentende. Je ne suis pas persuadé. Pour certains, c'était le cas. Ah oui, pour certains. Qui réussissaient à rentrer dans le personnage, littéralement. Oui. Merci beaucoup. Merci. Bonjour. Bon, allez, à tous et dire, tout honneur, on commence par le foot. Oui, avec Olivier Giroud, qui est décidément l'homme de la semaine dans le milieu du football. Vous vous souvenez peut-être lundi, son but d'anthologie avait marqué les esprits en Angleterre. Il avait fait le tour du monde sur toutes les télés. Hier soir encore, il a sauvé son équipe Arsenal. On va le voir, c'est en Première Ligue, c'est en Angleterre. Avec un match à suspense, Arsenal était mené 3-0 à Bournemouth. Les Gunners ont fait une remontée fantastique avec, regardez cette égalisation d'Olivier Giroud. Donc on joue les dernières secondes, il est content. Ah ouais, il fait ça, Olivier Giroud. Et pourquoi? Parce que sa tête, elle permet tout simplement à Arsenal d'arracher un nul in extremis. On la revoit, William, regardez. Ouais. Hop, Arsenal, 4e de la Première Ligue, à 8 points quand même de Chelsea. Allez, en basket, Strasbourg a failli battre Tenerife, en match de poule de la Ligue des Champions. Les Alsaciens, ils ont été plutôt à droit au shoot. Ils ont réalisé un gros match hier soir et on a longtemps cru qu'ils allaient gagner dans ce match européen. Avec notamment, regardez, hop, une belle adresse en blanc à 3 points, c'est plutôt pas mal. Mais les Espagnols, ils vont finalement l'emporter ici, 75-72. Alors c'est bête parce que c'est dans les dernières secondes. Mais Strasbourg, il y avait hier soir le niveau européen et c'est ça l'essentiel. Allez, basket toujours. On va aux États-Unis en NBA pour voir Tony Parker et les Spurs de San Antonio. C'est leur première victoire de la saison. Donc, on les voit. C'était face à Toronto, 110-92. Parker en forme hier soir. Là, on change radicalement de sport. On est en Amérique du Sud, William, pour le Dakar, des paysages toujours sympas, magnifiques. Et une deuxième étape qui amène les concurrents en Argentine, 237 km de spécial. Et lui, c'est qui? Eh bien, c'est, vous le voyez à l'image, Sébastien Loeb sur sa Peugeot. Et figurez-vous qu'il a déjà pris la tête du rallye. 2 étapes, il est déjà en tête. Il faut qu'il aille au lavage, là. Ouais, elle n'est pas très propre, la voiture. Mais il ira à la fin, ça dure 15 jours quand même. C'est à suivre sur France Télévisions. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a du tennis, c'est la rentrée. Vous savez, en ce moment, les Français, ils s'entraînent un peu partout. Ils jouent à Doha, ils jouent aussi en Australie, à l'autre bout du monde. Parce que dans 2 semaines, c'est le début du premier Grand Chelem. Ça se passe à Melbourne. En attendant, donc, ils jouent. On va les voir en images. Avec d'abord Joe Wilfried Tsonga qui signe une belle victoire. C'est à Doha, c'est au Qatar. Le Français, il est en forme. Il a battu Kuznetsov en 3-7 sur cette jolie balle de match qu'on voit ici à l'image. La voici. En 8e de finale, il retrouvera l'Allemand Justin Braun. Autre Français, vous le connaissez peut-être, Lucas Pouille. Lui, il joue à Brisbane, c'est en Australie. Il rencontre un autre Français, Gilles Simon. Regardez, hop, petit lob. Il a dominé Simon en 2-7 sur cette belle volée. C'est un des plus beaux points du match. Pouille, c'est l'espoir à suivre, William, cette année. Allez, on va rester en Australie avec, à Perth, cette fois, Kristina Mladenovic qui a eu chaud durant son match, qui se protège ici de la chaleur. Elle n'a pas traîné, elle, pour battre donc la Britannique Watson. C'est bien parti pour elle aussi. Victoire en 2-7 avec ce joli coup. Regardez ce petit passing long de ligne. On aimerait tous pouvoir le faire. Allez, dernière image, je vous la montre. C'est toujours à Perth. Regardez, hop. Et voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Cette arbitre, elle a été touchée. Ça fait mal. Alors, c'était un match exhibition, mais elle l'a quand même pris en pleine tête. C'est sûr, elle va s'en souvenir. Pas de frayeur, un petit bobo quand même. Il va laisser la balle, j'espère, souvenir. Il va lui laisser la balle, elle va s'en souvenir, ouais. Bon, et on a... ah bah oui, le papy, comment il va, là? Il va bien, en tout cas, coup de chapeau à ce papy champion, vous savez, qui s'appelle donc Robert Marchand. Il a 105 ans, il mesure seulement 1,50 m, mais il a un cœur gros comme ça. Et alors, il a une passion de dingue pour le vélo.
Cet après-midi, le voici, hein, Robert Marchand, on le voit ici à l'entraînement. Hein. Bah oui, parce qu'il ne fait pas les choses à moitié, Robert Marchand, il s'entraîne énormément pour son record. Ça fait plusieurs jours qu'il est là, sur la piste du Vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines. C'est en région parisienne. Hein. Faut dire que dans sa catégorie, il n'a pas une grosse concurrence, hein, il est tout seul. En 2014, regardez-le, sur cette même piste, il avait déjà battu le record des plus de 100 ans. Il avait 102 ans à l'époque, il avait roulé à près de 27 km/h. On le suivra, c'est cet après-midi à 16h, le record des plus de 105 ans. On verra ça ce soir dans le journal. Et il fait ça pour rentrer dans le livre des records? Exactement. Ah, et eux aussi, ils vont rentrer dans le livre des records. Regardez une dernière image, c'est de la voile, c'est du trophée Jules Verne. Francis Joyon et ses équipiers, ils boivent au record qu'ils viennent de battre en passant le Cap Lewin, 17 heures d'avance sur le record du Tour du Monde à la voile. Ils ont trouvé les petites bouteilles dans le frigo de l'hôtel. Elles sont toujours, il y a un frigo en fait, hein, à chaque fois dans le voilier pour fêter tous les records. Et oui, bien sûr. En tout cas, ils sont sur une belle trajectoire. Très bien, Jean-Sébastien. Merci beaucoup. Bienvenue dans la famille. Et on enchaîne avec l'actualité de l'emploi. Alors là, si vous avez un projet de création d'entreprise, imaginez ça. Mais vous n'avez pas envie de vous lancer tout seul et puis vous ne savez pas comment faire. Alors là, maintenant, il existe un moyen de mener à bien ce projet en limitant les risques et en faisant le choix d'intégrer, quoi donc, une coopérative. Comment ça fonctionne? Regardez, Sophie Pigalle a vu ça de plus près. Jean-Philippe Dame est issu du monde de la communication, un monde qu'il a quitté pour retourner à l'école et se former au métier de métallier. Et aujourd'hui, il exerce son activité au sein d'une coopérative. Il est entrepreneur salarié. Je suis artisan métallier. J'ai repris des études et j'ai appris le métier réellement pour devenir d'abord un ouvrier métallier et puis après avec l'objectif derrière de me lancer et de travailler le métal. Donc c'est une matière qui me parle, c'est une matière que j'aime travailler, que j'aime façonner, que je trouve belle, naturellement, sans artifice. Alors pourquoi la coopérative d'activité et d'emploi? Parce que c'est un statut qui me semblait être exactement la convergence de tout ce que je recherchais quand je me suis reconverti. C'est-à-dire la possibilité à la fois de développer mon activité en toute indépendance et puis en même temps d'être rattaché à un collectif. La coopérative dans laquelle il a choisi de développer son activité, la voici. Elle est installée à Paris dans le 20e arrondissement. Son nom, Copanam. C'est une coopérative qui permet à toute personne qui a un projet de développement économique d'entrer et d'être accompagné, qu'il soit débutant ou qu'il soit plus aguerri dans l'entrepreneuriat. C'est une coopérative qui existe depuis 2004. On est aujourd'hui 800 entrepreneurs salariés. On a à peu près un peu plus d'une centaine de personnes qui rentrent chaque année. On sent qu'il y a vraiment une demande et que les gens sont très intéressés et attirés par ce modèle. La coopérative gère pour moi tout ce qui est administratif et me permet également d'avoir un statut de salarié. C'est-à-dire que je développe mon activité, je suis indépendant, en tout cas par rapport aux décisions que je peux prendre, mais je suis salarié. Une personne va chercher ses clients, va pouvoir faire des devis, prospecter, mais à partir du moment où elle a besoin d'une facturation, c'est là où elle va utiliser la coopérative qui va facturer et qui va, après déduction des charges sociales et patronales, verser le salaire à l'entrepreneur salarié. J'arrive à vivre de mon activité, c'est la cerise sur le gâteau, donc non seulement je choisis une reconversion, et aujourd'hui j'en vis et ça tourne et je suis super content, quoi. Il existe plusieurs types de coopératives d'activité. Certaines sont généralistes, elles accueillent tout type de métier. D'autres sont spécialisées dans la communication, dans la culture, dans le bâtiment. Si ce modèle économique vous intéresse, n'hésitez pas, connectez-vous sur ce site internet. Voilà, vous nous contactez sur ce site-là, vous l'avez vu, sinon sur le nôtre, bien sûr. À gauche, apprend à celui de droite à jouer. Mais avant ça, on va s'intéresser à l'actualité hors de nos frontières et précisément à un sujet dont on ne connaît pas l'ampleur ici. Nous allons partir en Asie, où il y a là-bas beaucoup de problèmes sanitaires selon les pays. Alors, par exemple, en Inde, dans l'espace public ou dans l'espace privé, eh bien, figurez-vous, on manque cruellement de toilettes. À l'inverse, les Japonais, par exemple, sont à la pointe dans ce domaine-là.
Et en Chine, c'est notre correspondant sur place, Arnaud Millet, qui nous a alertés. Il a souhaité nous parler de ce pays qui a déjà connu une célèbre révolution culturelle, vous le savez, en Chine. Et bien, figurez-vous qu'en ce moment, et ça on ne le savait pas, eh bien, c'est la révolution des toilettes. Alors, en quoi ça consiste, Arnaud? Bonjour. Oui, bonjour. Tous les gens qui se rendent en Chine ne peuvent qu'être marqués par le nombre impressionnant de toilettes publiques. Des toilettes qui, du coup, sont souvent assez sales, assez rudimentaires, à la turque, avec parfois pas de porte et surtout pas de papier toilette. Du coup, le gouvernement a lancé il y a un an une véritable révolution des toilettes avec la rénovation de plus de 17 000 lieux d'aisance et la construction de 8 000 nouveaux. C'est exactement l'inverse au Japon, où je vais vous amener, où là, la révolution des toilettes a eu lieu il y a bien longtemps. Tout est hyper sophistiqué, comme nous le montre ce reportage d'Alain de Chalvron et de Sylvain Guillaume. Regardez. C'est souvent la première image du Japon. Même les toilettes publiques offrent cet appareil high-tech avec moult gadgets. Couvercles et lunettes chauffantes le plus souvent s'ouvrent automatiquement dès qu'on approche. Ça évite de toucher ces choses-là et c'est bien vu. De même, la chasse d'eau est automatique ainsi que la désinfection. On peut ajuster le trône à sa taille. Mais la spécialité japonaise, ce sont les petits jets d'eau. Ils sont différents pour les hommes et les femmes. On peut avancer ou reculer le jet, ajuster son orientation ainsi que sa pression. Le modèle moyen, comme ceci, coûte 2 800 €. 74% des logements japonais sont déjà équipés de ces super toilettes. Quand on est habitué à ces petits jets d'eau, on ne peut plus s'en passer. L'important, c'est que ça soit facile à nettoyer et que ça consomme peu d'eau. Mais ce n'est pas qu'un gadget hygiénique, c'est aussi un gros business. La seule compagnie Toto, c'est près de 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 25 000 salariés, 20 usines et un immense marché en perspective, le reste du monde. Le reste du monde figé à l'âge de pierre des toilettes et dont les postérieurs trop négligés peuvent légitimement rêver d'un traitement à la japonaise. Les bureaux d'études des fabricants travaillent d'arrache-pied à adapter leurs cuvettes nippones aux popotins européens ou américains. Nous, Japonais, on est habitués, mais en Europe ou en Amérique, on a peur de l'électricité dans les salles de bain. On joue également la carte écolo. Les toilettes high-tech consomment moins d'un tiers de l'eau engloutie par les appareils classiques. Or, l'eau des toilettes, c'est 20% de l'eau consommée dans les pays développés. Il faudra peut-être préciser le jet tiède ou froid. Bon, Arnaud, à propos des toilettes japonaises ultra sophistiquées, on vient de le voir là, ça coûte combien ça? Oui, les toilettes que vous avez vues coûtent la modique somme de 2 700 €. C'est un peu cher, mais quand on sait qu'on y passe au moins 3 ans de sa vie en moyenne, ça vaut peut-être le coup. Ah, 3 ans de sa vie. En continuité, vous l'aviez compris. Merci beaucoup. À plus tard, Arnaud, pour ces informations capitales. On va passer à des choses plus terre-à-terre, si j'ose dire, maintenant. Et si nous parlions de politique. Oui, vous avez aimé la primaire de la droite, vous allez adorer la primaire de la gauche. À 8 jours du premier débat télévisé, il semble que les choses soient bel et bien parties. Alors, même s'ils sont 7 à se bousculer au portillon de la primaire, Libération n'en retient que 4, en tout cas à la une. Et ces 4-là, avec de gauche à droite Valls, Hamon, Payon et Montebourg, nous propose un camailleux de rose, pour reprendre la formule du journal. Alors attention, hein, quand je dis de gauche à droite, ça n'est pas à prendre au sens politique du terme, sinon ce serait Hamon, Montebourg, Payon, Valls. Alors dans son édito, Laurent Geoffrin voit là 4 versions bien distinctes de la social-démocratie et quoi qu'il arrive, une alternative au projet Fillon. Un cliché répétitif, écrit le patron de Libé, voudrait que la droite et la gauche se confondent désormais dans un brouillard social-libéral. Il n'en est rien. Les sympathisants socialistes doivent dire maintenant de quelle gauche ils veulent. Quel que soit le résultat final, une chose est sûre, ce sera une gauche. Mais la gauche,
quelle qu'elle soit, eh bien le Figaro n'en veut pas. Paul-Henri Dulimbert a lu les programmes des uns et des autres. Il en conclut que François Hollande a contaminé tous ceux qui prétendent lui succéder. Que retenir de ces programmes, si ce n'est qu'ils semblent marqués au mieux par la précipitation, au pire par la vacuité, écrit l'éditorialiste qui se permet le luxe de citer Martine Aubry. Mais oui, c'est un plaisir assez rare du côté du Figaro que de citer Martine Aubry. Aubry donc qui disait « quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup ». Rappelez-vous, c'est ce que Martine Aubry avait dit du programme de François Hollande lors de la première primaire socialiste. C'était en 2012. Alors il y en a un autre qui a lu les programmes des candidats à la primaire de gauche, c'est le patron de l'Opinion, Nicolas Bétou. Tout se passe donc comme si la France n'avait nul besoin de se réformer pour se mettre au diapason des pays qui l'entourent. Écrit l'éditorialiste, c'est d'ailleurs une constante des candidats à la primaire de la gauche. Ce sont les autres pays qui doivent se réformer, dit Nicolas Bétou, qui y va de son petit sarcasme en écho à ce dessin signé CAC, qui voit un valse rougi par l'effort, tenter une escalade en étant visiblement ralenti par le poids du bilan de François Hollande, qui est aussi un peu le sien, mais pas complètement, et qu'il lui faut défendre tout en s'abstenant de le faire à condition que ça ne se voit pas trop, mais quand même un petit peu. Alors il y a là de quoi paralyser les plus audacieux. D'ailleurs, où est le réformateur, demande l'Opinion. Valls, devenu candidat à la primaire, fait dans la doxa socialiste dépenses publiques et protection du modèle social. L'Opinion s'en trouve déconcertée. De toutes les façons, il n'y a pas à être surpris plus que ça. Si la droite trouve toujours les socialistes trop à gauche, les communistes les trouvent toujours trop à droite. C'est ce qui jaillit à longueur d'année des éditos de l'Humanité. Et pour le coup, l'Humanité serait à deux doigts de s'en féliciter, car dans l'esprit du journal, cela laisse un boulevard à Jean-Luc Mélenchon. C'est Patrick Appel-Muller qui signe l'édito aujourd'hui. Pour la première fois depuis presque 50 ans, écrit-il, le candidat socialiste ne paraît pas aux yeux des lecteurs de gauche furieux comme la meilleure chance de battre la droite et l'extrême droite, comme le bon bouclier pour parer les attaques libérales et réactionnaires. Et Patrick Appel-Muller de rêver que ressurgisse un spectre, celui de 1969. Alors à l'époque, les communistes emmenés par Jacques Duclos étaient à 21% et avec la Kazakh socialiste, Gaston Defferre s'était vautré avec un tout petit 5%. Mais ça, c'était en 69. On verra ce qu'il adviendra cette année. Merci. Mais d'abord, l'heure des 4 vérités. Caroline Roux reçoit ce matin Ségolène Royal. Oui, Ségolène Royal a dû avoir le sourire quand même hier en découvrant que Manuel Valls s'était inspiré de son slogan de campagne de 2007 sur une France forte et juste. On va y venir. La ministre se tient à bonne distance de la primaire en poussant ses dossiers écolos tant qu'il est encore temps. Bonjour Ségolène Royal. Bonjour. Je disais, vous avez dû avoir un petit sourire hier soir lorsque vous avez découvert le slogan de Manuel Valls. Une République forte, une France juste. Vous, c'était plus juste, la France sera plus forte. C'est ressemblant quand même. Ça y ressemble, ça veut dire que les bonnes idées sont durables d'abord, et ensuite, quand elles sont bonnes, elles appartiennent à tout le monde. Cela dit, il y a une petite évolution quand même. Moi, je pense qu'il y a une inversion des concepts. Je pense que la France est forte quand elle est juste, et qu'une France forte n'a jamais garanti la justice. Donc, voilà, mais la France forte avant la France juste. C'est la justice qui rend... C'est une France juste au sens large du terme, c'est-à-dire une France avec des repères, une France où le mérite est reconnu à égalité de chacun, quelle que soit son origine, une France qui met en avant le développement durable, par exemple. Et voilà, donc cette France juste, au sens noble, rend une France forte. Et c'est pas la force qui rend la justice, c'est l'inverse. C'est la justice qui donne de la force. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a une part d'improvisation dans les programmes de cette primaire ? Est-ce que vous avez pu jeter un œil sur les programmes des uns et des autres hier ? Ça donne le sentiment, notamment pour Vincent Peillon, que les choses sont allées très vite, qu'il a fallu proposer un programme présidentiel. C'est pas rien, un programme présidentiel, en quelques semaines. Est-ce que dans ce que vous avez lu, il y a de quoi réveiller la gauche, on va le dire comme ça ? Je crois que ce qu'il faut, c'est que les grands sujets soient abordés. C'est-à-dire qu'au fond, tout le monde ne demande qu'à être convaincu par ce qui est dit. Pour que les gens puissent venir voter, il faut qu'ils soient convaincus par quelque chose.
Or, il y a des grands enjeux, c'est vrai qu'ils ne sont pas suffisamment abordés, qu'ils ne l'ont pas d'ailleurs été pendant non plus la primaire de la droite. Là, on n'est qu'au début des débats de la primaire de la gauche, donc on va voir ce que ça va donner. Mais il y a des grands sujets. La question climatique a été très peu abordée, la question de l'Europe également, la question des libertés menacées par le système de réseau Internet. Donc tous ces enjeux-là, les enjeux du futur, sont très peu abordés. Et c'est cela qu'il faut aujourd'hui mettre sur la table pour projeter la France dans le futur. Il faut que tout débat politique à l'occasion de cette échéance majeure serve à projeter la France dans le futur. Oui, il fait un peu d'écologie quand même, Manuel Valls. Il propose de regrouper l'écologie, l'industrie, l'énergie au sein d'un même ministère. Il promet 1 million de logements rénovés par an. Il fait de la santé et de l'environnement les grandes causes nationales. Il s'est converti à l'écologie. Vous savez, je crois que dans la vie politique, il faut de la cohérence entre ce qui est dit et ce qui est fait. Donc les responsables politiques, ils doivent être jugés sur leurs actes avant d'être jugés sur les promesses. Il n'en a pas fait suffisamment lorsqu'il était aux responsabilités, c'est ça que vous voulez dire? Oui, c'est bien. Oui, voilà, il y a des choses... comment dirais-je, des convictions différentes, une vision différente du futur par rapport aux enjeux du développement durable. C'est-à-dire, et d'ailleurs ce matin, vous savez, nous mettons en place l'agence pour la biodiversité. C'est très lié. Pourquoi? Parce que il y a deux façons de concevoir la relation entre les activités humaines et la nature, sachant qu'aucun être humain ne peut vivre sans un contact avec la nature, avec ce qui l'entoure. Et en détruisant la nature, on se détruit soi-même. L'être humain fait partie de cette chaîne du vivant. Et quand on voit qu'en Europe, en 30 ans, on a perdu 240 millions d'oiseaux, que 80% des estomacs des oiseaux contiennent des déchets plastiques. D'ailleurs, je rappelle que depuis le 1er janvier, là, les sacs plastiques à usage unique sont interdits. Pourquoi? Parce que ça provoque des pollutions considérables dans l'eau, dans l'océan, et que les sacs plastiques captent aussi les métaux lourds qui intègrent ensuite la chaîne alimentaire. Et donc, il faut faire preuve de beaucoup de courage, résister aux différents lobbies. C'est pas toujours ce qui a été fait. Souvenons-nous de l'accord qu'a donné Manuel Valls pour les boues rouges, le rejet des boues rouges en Méditerranée, par exemple, sous un chantage à l'emploi qui n'a pas de sens, parce que détruire la nature, c'est détruire l'emploi. Et que certains s'enrichissent aux dépens des valeurs universelles du plus grand nombre. Ce sont les biens communs de l'humanité, l'accès à l'eau potable, l'accès à une terre saine, d'où l'interdiction aussi, là, au 1er janvier, des pesticides. Donc là, il y a de très bonnes nouvelles pour la nature et donc pour l'être humain. Et donc vous serez attentive aux thématiques de l'écologie et du climat pendant pas seulement, mais aussi. Il y a 3 thématiques pour moi qui sont majeures. Oui. La question de l'écologie, du climat, parce que c'est l'enjeu, le défi de civilisation majeur aujourd'hui. La question de l'Europe. Abordée par Vincent Peillon. Et la question de la démocratie et de la gouvernance. Abordée par Vincent Peillon hier, la question de l'Europe, puisqu'il propose un plan de relance, de pousser un plan de relance de 1 000 milliards au niveau européen. Oui, bon, c'est pas non plus forcément une liste à la Prévert qu'il faut faire sur chaque sujet. Ce qu'il faut, c'est quelle est la conception de l'Europe, quels sont les objectifs de l'Europe, comment ça doit fonctionner, quelle est sa place dans le concert des nations à l'échelle planétaire. Puis le 3e sujet, c'est la question de la gouvernance, la question de la démocratie, la question du débat public, la question de la démocratie participative, de la démocratie citoyenne, de la démocratie sociale. Et là, les Français ont soif d'un système qui fonctionne beaucoup mieux et qui prenne en considération leurs aspirations. Vous avez porté les couleurs de la gauche. Vous êtes un des piliers de ce gouvernement. Votre voix compte. À gauche, je disais en commençant l'émission, l'interview, vous restez à bonne distance de cette primaire. Est-ce que vous savez d'ores et déjà pour qui vous allez voter, Ségolène Royal? Pas encore. Moi, je sais, j'ai un grand respect du débat démocratique. Donc, je regarde, j'écoute, je ne demande qu'à être convaincue. Vous ne l'êtes pas pour l'instant? Ça commence. Ouais. Ça commence. Donc, je ne demande qu'à être convaincue, mais je jugerai aussi la cohérence entre les discours et les actes. Parce que ce qu'il faut, c'est de la créativité, mais ce qu'il faut aussi, c'est de la crédibilité. Vous avez, à un moment donné, lors d'une précédente interview, laissé entendre que vous étiez intéressé par la démarche d'Emmanuel Macron. Vous en êtes où dans votre réflexion par rapport au projet, au programme d'Emmanuel Macron? J'entendais que vous parliez de la démocratie participative, de ces mouvements citoyens, ce qu'il propose. Vous avez évoqué l'Europe. C'est un sujet qu'il évoque dans son début de campagne. Vous êtes plus qu'intéressé, vous êtes intrigué? Non, j'observe.
J'observe avec bienveillance ce qui est fait, ce qui est dit, parce que c'est quelqu'un qui est tourné vers le futur, c'est qui essaye d'inventer le futur, qui connaît bien aussi les enjeux de la mondialisation. La France doit tailler sa place dans la mondialisation. Nous avons tous les atouts pour le faire. Moi, je suis plutôt optimiste pour le futur quand je vois ce qui se passe dans tous les secteurs, non seulement dont j'ai la charge. Vous voyez, par exemple, en créant la Green Tech et tout ce qui va se passer sur l'innovation, le champ de l'environnement, de l'exploitation, de la valorisation des ressources marines, par exemple, de la croissance bleue. C'est un champ considérable, des énergies renouvelables. Là, je vais lancer les premiers parcs éoliens flottants. C'est la nouvelle génération des éoliennes. C'est extraordinaire. Hier soir, je réunissais le conseil scientifique de la nouvelle agence de la biodiversité qui met la France aussi en avance de l'excellence environnementale. J'étais éblouie par les scientifiques français dans tous les domaines liés à l'écologie, à la géologie. Hubert Reeves, notre grand astrophysicien qui va présider cette agence de la biodiversité, les sciences humaines également, la philosophie. Et ça lui parle à Emmanuel Macron? Parce que le problème, c'est qu'il n'est pas socialiste. Ne faisons pas, non. Mais on verra ce qui se passe. De toute façon, respectons les uns et les autres, regardons ce qui se passe, essayons d'être convaincus par ce qui est dit. Et le moment venu, il faudra le rassemblement. Il faudra le rassemblement des forces progressistes, des forces de gauche, des forces du futur, des forces de la créativité, de ce qui regarde l'avenir, non pas au sens clivant droite-gauche, parce que vous voyez que les Français aussi sont subtils. Les Français sont très subtils politiquement. Ils regardent les choses, ils ne veulent pas être mis dans des cases. Ils observent ce qui se dit. Ils ont envie d'espérance et de transmettre aussi quelque chose, à la fois l'articulation entre les générations, donc une nouvelle génération qui se lève, et en même temps les personnes expérimentées comme celle qui est devant vous, qui peut donner, voilà, qui suis aussi sollicitée pour donner un conseil, pour accompagner. Ségolène Royal, très rapidement, François Fillon a défendu hier son projet sur la santé avec cette phrase. Il dit « Je suis gaulliste et chrétien, je ne prendrai jamais une décision qui serait contraire au respect de la dignité humaine. » C'est la moindre des choses. Le respect de la dignité humaine, c'est la moindre des choses. Mettre en avant le fait qu'il soit chrétien, certains ont trouvé ces propos curieux de la part d'un républicain, on va le dire comme ça. Disons qu'est inscrit dans la Constitution la laïcité. La République est laïque. Maintenant, chacun a la liberté de faire valoir ses convictions religieuses. Moi, ça ne me choque pas du tout. Je n'ai pas une vision laïque répressive. J'ai une vision laïque d'ouverture et de respect de la diversité des opinions et des religions. Merci beaucoup, Ségolène Royal. C'est à vous, William. Merci, mesdames. Ici à Télématin, Anna Reinhardt, c'est la femme aux clés d'or. Elle a le trousseau qui vous permet d'aller dans des lieux méconnus ou mal connus, habituellement fermés au public. Et ce matin, vous n'allez pas être déçus puisque c'est à la Comédie Française qu'elle va vous emmener. Alors, pas dans le théâtre parce que vous aurez peut-être l'occasion d'y aller, mais dans les coulisses, dans les ateliers, très précisément. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée d'aller dans ces ateliers-là? Un très beau livre, William, qui s'appelle Les coulisses de la Comédie Française. Vous ne pouvez pas être plus clair, qui est sorti aux éditions de La Martinière. C'est très beau, très joliment illustré, et surtout ça fait découvrir cette maison qu'on a tous l'impression de connaître par cœur. Or, pas du tout, on a l'impression que c'est plein de poussière, enfin, voilà, et pas du tout. Elle relève des défis technologiques sans arrêt, et c'est, bien sûr, ça tient à ces 60 comédiens, sociétaires, pensionnaires, qui sont capables pour certains de jouer 2 pièces et d'en répéter une 3e, tout ça, le même jour. 5 spectacles différents. Ils sont à plein temps, il faut dire aussi. Ils sont à plein temps, mais c'est des vrais artisans, William. Ouais. Vous voyez ce que je veux dire? Ils s'améliorent toute leur vie, ils travaillent tous les jours, et je trouve ça... Et ils passent d'univers aussi différents que Visconti avec Les damnés en ce moment, ou Le Misanthrope de Molière, pour assurer la perpétuité du patrimoine français et de ces belles pièces. Mais alors évidemment, tout ça n'est possible que grâce aux 400 personnes derrière les plateaux qui ne sont pas sous les projecteurs et qui sont notamment à Sarcelles, dans les ateliers en région parisienne, où tous les décors prennent vie. C'est absolument magnifique. Menuisiers, peintres, serruriers, on passe d'ambiance, de tapissiers. Les tapissières, elles travaillent sur du Vivaldi. Les serruriers soudent le métal sur du heavy metal. Tous les ateliers sont différents et à eux tous, ils créent des merveilles. Et voilà, on est allé les découvrir. Et donc à Sarcelles et sous les toits du 1 Place Colette au Palais Royal. Je vous y emmène. Ici, nous sommes à Sarcelles, dans les ateliers de la Comédie Française. Nous réunissons donc tous les corps de métier qui sont liés à la construction de décors, bureaux d'études, construction menuiserie, serrurerie, décoration, tapisserie, et l'équipe de machinistes qui s'occupe de toute la manutention et le stockage du décor.
a une spécificité qui n'existe qu'à la Comédie Française, c'est l'alternance. L'alternance, ça veut dire qu'on répète un spectacle à 14h et on en joue un autre à 20h30. Ce qui veut dire qu'entre 17h et 20h30, on doit démonter le spectacle de répétition et monter le spectacle du soir. Et pour nous, en construction, ça veut dire qu'il faut que l'on prévoie tout pour que ce soit montable et démontable en 1h30. Et ici, on a vraiment des équipes fixes, on travaille toujours avec les mêmes personnes, donc on ne va pas hésiter à faire les choses, notamment les toiles peintes. C'est vraiment une spécificité qu'on aimerait garder le plus possible. Ce qui est étonnant dans les ateliers, c'est qu'on a souvent beaucoup de décors en même temps. Donc on a les décors en cours et on a bien sûr les anciens décors. Donc là, on a un bout du Misanthrope, on a un bout de Roméo et Juliette, par exemple. Et c'est aussi ce qui donne le charme de celui-là. Ici, vous êtes à l'atelier costume femme. Donc, nous avons là une équipe de 8 personnes. Ça réunit les compétences en fait de couture artisanale et évidemment adaptée à toute la fabrication et technique costume. Et donc, nous avons l'atelier modiste pour les chapeaux et l'atelier tailleur. Au départ, en fait, comme ce sont donc des créateurs en général de l'extérieur, on reçoit en fait les maquettes et donc après notre rôle c'est d'interpréter par la coupe la maquette. Donc en fait la coupe c'est de passer en 3D par rapport à la vision du croquis. Et ici on a la chance d'avoir donc une troupe et on a chaque mannequin rembourré aux mesures des comédiennes. C'est de l'artisanat en fait. Et Georgia, tu te retrouves ici, hein, un peu plus bas, pour les gants. Ok? On fait ça une fois et on enchaîne? C'est une chance extraordinaire d'avoir des ateliers internes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas grand-chose qui sort de cette maison qui n'est pas conçu à l'intérieur. Et tout ça pour sortir des objets qui, de temps en temps, sont juste la délicatesse d'un bout de gondole dans Lucrèce Borgia ou autre chose. Il y a quelque chose de l'ordre du musée à la Comédie Française, mais c'est un musée, c'est un des rares musées où en fait la mission c'est de faire des spectacles vivants mais dans le musée. Et c'est complexe parce que je ne peux pas oublier les anciens métiers, je suis obligé d'en inventer des nouveaux. On a besoin d'un community manager par exemple, et d'un autre côté on a besoin des métiers forcément tournés vers le passé et avec fierté. Donc ça c'est magnifique parce que le théâtre ça part d'un bout d'idée et ça arrive à un bout d'émotion et puis ça fait tout un chemin technique. Et dès qu'on peut garder la main là-dessus, on est sûr que la pertinence au bout sera plus grande. Alors le plus simple, c'est que ce livre-là, que vous lirez peut-être, ne vous donnera envie d'y aller surtout. Oui, si vous habitez dans le coin ou si vous passez par là, n'oubliez pas d'aller faire un tour à la Comédie Française. Donc, comment ça s'appelle ce livre? Rappelons-le, Les coulisses de la Comédie Française. Et voilà, n'oublions pas que cette semaine seulement, il y a le Misanthrope, Visconti, du Marcel Aimé, du Marivaux. Enfin, il y a tout ce qu'on veut, de tous les styles, tous les textes sont à la Comédie Française. Et cette année, vous avez décidé de rester extrêmement connecté avec l'actualité culturelle. Le plus simple, c'est de demander à le roi du web comment elle fait. Eh bien, elle s'abonne à une newsletter dont on vous avait parlé il y a quelques semaines dans Télématin qui s'appelle L'Important, mais qui s'est encore enrichie et qui accorde une grande part à partir de cette année à la culture. Donc ici, tous les jours, aux alentours de 18h, vous allez recevoir une petite newsletter en vous donnant 5 infos. Vous dites ce qui vous intéresse le plus. Et c'est franchement insolite. Ils vont dénicher des infos partout en Europe et dans le monde entier. Donc on trouve par exemple des expositions de photos. Ça, c'est dans un petit village anglais qui cherche à se faire parler de lui. Ils ont demandé à tous les habitants de ressortir des photos 40 ans avant et de reposer exactement au même endroit. Ah, c'est bien ça. Attendez, Faites voir. Je vous remonte les... Ils sont toujours ensemble. C'est un couple qui dure dans cette petite contrée à britannique. part la couleur, ils n'ont pas beaucoup changé finalement. Non, il y en a plein comme ça. Il y a plein d'autres photos. Regardez le. Ça c'est avant et après. Oui, c'est bien. Il a toujours le même camion? Écoutez, il l'a réactualisé visiblement un petit peu. Donc voilà, il y a plein d'autres infos sur les expositions, le théâtre. Voilà. C'est une newsletter que j'aime tout particulièrement. On devrait faire un album de Télématin avec votre première apparition ici. Et on l'avait fait pour les 30 ans, on avait fait des petites photos. Mais on devrait l'éditer en... On devrait faire un calendrier depuis le temps que je vous le dis. Ouais. Calendrier, puis l'été, on le fera différemment. Oui, mais c'est bien ce que je pensais. À tout à l'heure. Dans le monde de la santé en France, c'est un événement assez exceptionnel.
Ça se passe à l'Assemblée nationale. Ce sont des députés qui ont demandé la reconnaissance de la fibromyalgie en tant que maladie. Alors vous direz, avant, c'était quoi? C'était une sorte de syndrome. Exactement. Et c'est déjà une victoire. Pour qui? Pour le million de personnes qui souffrent de cela. Et cette reconnaissance, alors c'est pas fini, parce qu'il faut qu'elle soit concrétisée par le vote d'une loi cette année. Bon, enfin, c'est déjà pas mal. Ça devrait changer en profondeur la prise en charge des patients. Alors d'abord, la définition de la fibromyalgie. Alors la fibromyalgie, c'est ce qu'on a appelé pendant très longtemps le mal partout, c'est-à-dire une sorte de cocktail de douleurs chroniques, de fatigue, de déprime, de troubles du sommeil. C'est d'ailleurs assez compliqué à diagnostiquer parce que tous les patients ne souffrent pas exactement de la même façon, les symptômes varient. Certains patients sont très très douloureux et très handicapés. Le diagnostic est complexe aussi parce que quand on fait des analyses, quand on fait de l'imagerie médicale, analyse de sang par exemple, en général, c'est normal. Et ce qui explique que certains patients ont été traités de malades imaginaires. Alors, c'est pour ça que ça a été longtemps ignoré, cette maladie. C'est pour ça que cette maladie a été longtemps décriée, y compris par des médecins. Et donc, les patients, effectivement, vivent très mal ce décalage entre leur souffrance et cette non-reconnaissance. Et pourtant, il y avait une description, j'allais dire, collective. C'était les mêmes symptômes. Et ça n'a pas alerté le monde médical en disant, mais tiens, ils souffrent de la même chose, même si on ne trouve pas. Si, mais pendant longtemps, comme il n'y avait pas de preuves, si vous voulez, par les analyses, par les examens, beaucoup ont mis en doute l'existence même de cette maladie en disant « mais c'est dans la tête, c'est psychologique ». Or non, ce n'est pas psychologique. On pense aujourd'hui que dans cette maladie, ces patients ont une perception différente de la douleur. Et donc, pendant très longtemps et jusqu'à présent, la fibromyalgie, vous l'avez dit, est un syndrome, c'est-à-dire un ensemble de symptômes qui n'est pas forcément relié à une maladie. Et là, des députés ont mené une enquête parlementaire, donc c'est très sérieux. On dit que la fibromyalgie, c'était un vrai problème de santé publique. Ils demandent la reconnaissance de ce syndrome en vraie maladie. Et vous l'avez dit, ça va déjà changer les choses. Ça commence à changer les choses pour les patients parce que leur prise en charge, la façon dont ils vont être soignés, va changer en profondeur. On regarde. Le fait que la fibromyalgie soit reconnue comme une maladie et non plus comme un syndrome, comme c'est le cas aujourd'hui, va améliorer le regard que les autres vont avoir sur les patients. C'est une maladie très invalidante, on est douloureux tout le temps, on est fatigué tout le temps, mais certaines personnes peuvent penser que c'est un peu dans notre tête, qu'on s'écoute un peu trop. Si ça pouvait faire diminuer le nombre de médecins qui ne reconnaissent pas la fibromyalgie, ça, ce serait vraiment une grande avancée pour les patients. Bonjour. Les douleurs sont quasi permanentes, diffuses un peu partout. Tout fait mal. Tout fait mal, tout le temps. Il n'y a que le repos qui m'aide. La fibromyalgie a été longtemps décriée parce qu'on ne voit rien sur les analyses médicales, sur les examens complémentaires, l'imagerie. Et ça déconcerte un grand nombre de médecins. La fibromyalgie, c'est surtout une désynchronisation entre le corps et le cerveau. C'est-à-dire que les informations qui viennent du corps sont mal décodées par le cerveau et donc il va être envahi par tout un ensemble d'informations, douleur, fatigue, crampes, tout un ensemble de symptômes qui forment la maladie fibromyalgique. Reconnaître que la fibromyalgie c'est une vraie maladie du cerveau va permettre d'expliquer qu'on va utiliser des médicaments du cerveau, des antidépresseurs, même s'il n'y a pas de dépression, des antiépileptiques, même s'il n'y a pas d'épilepsie, parce que dans la fibromyalgie, il y a une hyperactivité du cerveau, et là, les antiépileptiques vont calmer cette hyperactivité du cerveau. Et il y a aussi une hypersensibilité à la moindre stimulation douloureuse, et là, les antidépresseurs bloquent le message qui vient du corps, qui est douloureux. Les anti-inflammatoires dans la fibromyalgie doivent être utilisés uniquement s'il y a une poussée aiguë, de façon très ponctuelle. La reconnaissance de la fibromyalgie comme maladie, on l'espère, va aussi permettre d'élargir les champs des possibles pour les patients et en particulier d'avoir accès aux médecines complémentaires. Par exemple l'acupuncture, l'hypnose, l'ostéopathie, la balnéothérapie, le support, le soutien psychologique, tous ces éléments-là sont fondamentaux pour une maladie où les symptômes sont multiples. Vous allez me dire exactement où se situe le territoire douloureux. D'accord. Aujourd'hui, beaucoup de patients atteints de fibromyalgie ne sont pas pris en charge à 100%. Vous allez régler juste l'intensité. Si demain, la maladie est reconnue, ça devrait permettre la reconnaissance en affection de longue durée
et donc d'être pris en charge à 100% pour l'intégralité des soins dont un patient atteint de fibromyalgie a besoin. Bon, là, on a vu des médecins qui savent apparemment de quoi ils parlent. Bien sûr. Et donc, mais ce n'est pas le cas de tous leurs confrères. C'est-à-dire que les députés demandent effectivement dans leur rapport d'enquête parlementaire que les médecins soient mieux formés à cette maladie dans les universités. C'est une des mesures phares qu'ils proposent. L'idée, c'est aussi de raccourcir les délais de diagnostic, parce qu'il y a une sorte d'errance, comme on dit, une errance diagnostique. C'est-à-dire que les patients vont attendre de nombreuses années, ils vont aller d'un médecin à l'autre avant de savoir de quoi ils souffrent exactement. Ils vont faire du nomadisme médical. Ça, oui, ça c'est assez courant. Donc une meilleure formation des médecins aussi sur cette maladie permettrait de raccourcir les délais diagnostiques. Merci Brigitte, à plus tard. Un nouveau site médical que vous avez validé, paraît-il, Laura? Oui. Et un site très utile qui s'appelle Docteur J'ai pas compris, William. Ah oui, il est bien celui-là. Donc c'est pas mal. Le but du site est simple. Vous avez une interrogation sur une prescription, sur un médicament, sur un nouveau traitement. Vous envoyez un mail sur le site et moins de 24 heures après, vous avez une réponse. Et bien sûr, ce sont des médecins qui vous répondent. C'est entièrement gratuit. Et s'il voit que vous posez 2 fois une question concernant le même traitement, évidemment, il vous renvoie vers un médecin. Donc l'idée n'est pas du tout de se substituer à une consultation, mais d'être là pour répondre à des questions sur des nouveaux traitements ou sur des prescriptions. Et c'est gratuit. Merci. À tout à l'heure. Rien appris, c'était un vrai génie. Question travaux pratiques. Il s'enfermait toute la journée au fond de son atelier pour faire ses expériences. Et le soir, il rentrait chez nous et nous mettait en transe en nous racontant tout. On va vous parler d'une exposition où il est question d'un certain Knud Holscher. Alors, qui c'est ce monsieur? C'est un Danois. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Il est designer. Il est connu. Oh que oui! Pas très en France, si? Oui. Non, pas en fait, c'est vrai que ça doit sûrement rien vous dire. On peut le dire comme ça, parce que souvent vous me dites, tiens, vous parlez encore de quelqu'un qu'on ne connaît pas. Même moi, en fait, j'en avais entendu parler. Moi, je le dis comme ça. Oui. L'imitation, c'était assez C'était pourri, non, j'ai cru que c'était... Non, on s'entend jamais. Et là, merci. C'est une bonne leçon. Non, mais moi, je remets les pendules à l'heure. En fait, voilà. Vous remettez les pendules à plat, on dit. Oui, à plat, oui, aussi. Alors, il faut dire que c'est le maître du design industriel. Et c'est le dernier vivant, bah oui. Et il vient de l'autre pays du design, vous le disiez, le Danemark. Alors, l'un de ses maîtres n'est autre que Arne Jacobsen. Arne Jacobsen, ça nous dit peut-être plus quelque chose. Notamment parce qu'il a dessiné du mobilier qui a été beaucoup repris, qui est passé dans le domaine public d'ailleurs. Vous savez, la chaise qu'on appelle la chaise fourmi, qu'on voit dans tous les restaurants, qui a une espèce de forme comme ça, un peu de dos de femme. Mademoiselle Laura Duel, Voilà. vous cherchez la chaise fourmi, s'il vous plaît? Je cherche immédiatement. Vous serez gentil, merci. Knud Holscher, il faut le savoir, vous êtes forcément assis, ouvert une poignée, fait transporter dans un lieu qu'il a designé parce qu'il a fait des WC, il a fait des poignées de porte, des luminaires, des signalétiques, des bâtiments, parce qu'il est architecte aussi. Le monsieur, il a 80 ans. Sur quoi il est assis, là? Des toilettes. Ah, d'accord. Mais pas comme tout le monde. Ah non, ils sont rouges. Non, mais... Il faut faire attention, ça attire le taureau. Il ne faut pas se mettre sur le... Moi, je vais avoir du mal à la finir, celle-là, moi. Faut dire aussi que ces objets... Vous voyez, ils sont simples, ces objets, sans fioritures. Enfin, rouges, c'est sûr, des toilettes rouges, il n'y en a pas tous les jours, mais ça, c'est pour l'affiche. Il a une exposition en ce moment à la Maison du Danemark. Je vous invite à y aller parce que j'aime le Danemark. Alors, attendez, la fourmi, vous l'avez, la fourmi? Faites voir. Voilà. Dans toutes les couleurs, regardez, c'est toutes ces chaises-là. Ah, c'est ça. Vous voyez, c'est ça, Arne Jacobsen. Donc, il a travaillé avec Arne Jacobsen. Et ce design-là, il n'a pas besoin d'être... il est simple, il est utile, il est d'usage. Et en fait, Knud Holscher, moi, je trouve qu'il ouvre la voie à ce design industriel d'aujourd'hui et ce vers quoi les jeunes designers doivent aller. Parce qu'il y en a marre du design de signature. Et toc, regardez, hop. Ouais, quoi. Je ressens une immense joie à la vue de cette exposition qui offre une belle rétrospective de 50 années de travail avec des gens passionnants. Cela me rappelle de formidables souvenirs.
J'admire énormément le design français qui pour moi se distingue par un niveau d'excellence dans l'art de la construction ainsi que dans la création des formes en général. Il exprime le désir de créer un avenir meilleur en associant la technologie à une vision humanisée de la vie. J'ai beaucoup travaillé avec Arne Jacobsen, entre autres pour la création d'une lampe sur rail pour un grand hôtel de Copenhague. Il avait l'œil pour le beau et le juste. Au début, je prenais beaucoup exemple sur lui, mais il m'a incité à suivre ma propre voie. Et ça nous a donné une grande liberté dans notre réflexion et dans notre manière de dessiner des réponses plus radicales et différentes. C'était très stimulant et excitant, et ça m'a suivi depuis dans ma vie. En ce qui concerne le design scandinave, on nous demande de dessiner pour le grand public des choses à la fois belles et fonctionnelles, qui soient abordables à des prix raisonnables. C'est l'équilibre entre l'économie et la fonctionnalité. J'ai toujours trouvé que c'était plus intéressant de faire du design pour toute la population et pas seulement pour une petite élite. Dans le temps, je travaillais avec des matériaux comme du plâtre pour mes essais. Je peux maintenant faire mes tests sur ordinateur, c'est vraiment l'outil de l'avenir. Ce que je conseillerais aux jeunes designers, c'est de se laisser guider par l'envie et le désir d'innover, en conservant le bagage historique de ce qui a été créé avant nous. L'architecture et le design sont dans un mouvement permanent d'évolution fascinante. Il est un peu obsédé par les toilettes, hein, monsieur Tchern. Hein les sièges de bureau aussi, quand même. Vous savez par quoi il est obsédé? Par le quotidien. Non, il est obsédé par le quotidien. Ah oui, oui, oui. L'usage du quotidien, le bon usage. Le designer est là pour ça. Bien sûr. Et il aide notre quotidien. Et ça, il faut vraiment pas perdre ça de vue. Alors c'est où ça? C'est à la Maison du Danemark, à Paris, dans le 8e, tromper. sur les Champs-Élysées. Merci beaucoup. Très belle expo. Tout à l'heure. La musique est signée de Alexander Courage. Alexander, voilà, ça a 50 ans, ça c'était la série, vous savez, la série télé. Voilà, ça c'est Alexander Courage. Alors ce qui est extrêmement drôle, c'est que le créateur de la série s'appelle Gene Roddenberry, c'est le créateur de la série. Non, mais vous allez voir, la partie extrêmement drôle est juste après. On avait dit que quand je clignais de l'œil gauche deux fois, non, vous m'avez dit c'est extrêmement drôle. Moi, je le joue en deux temps. Alors c'est extrêmement drôle. Attention, pas tout de suite. C'est qu'en fait, vous savez, ce qu'on vient d'entendre, il y a une soprane qui chante, qui fait waouh, oui, waouh. Il n'y a pas de paroles. Et Gene Roddenberry, le créateur de la série, avait écrit des paroles dans l'idée de partager un peu les droits d'auteur avec le compositeur. Et à la fin, les paroles n'ont jamais été chantées. Il fait c'est pas grave, on va quand même signer à deux. Et donc, Alexander Courage, c'est pour la petite blague, était tellement en colère de cette histoire que pendant des années, quand on lui demandait un autographe, il signait Gene Roddenberry. Il fait oui, vous allez voir. Donc voilà. Mais ils étaient que deux à comprendre la blague. Oui, enfin 4 maintenant avec nous, puis tous les gens qui regardent, non alors là, ça fait. Mais 5, non mais 4. Ouais, enfin moi j'ai elle du ne mal parle à que le danois. C'est vrai. Et là, il y a une saga qui va pouvoir illustrer tout ça. Exactement, c'est parce qu'en 2009, pourquoi je vous en parle? Parce que d'abord, parce que ça me fait plaisir, il faut que vous me laissiez une grande liberté de parler de ce que je veux, ça je vous remercie. C'est un peu vrai. Gros bisous, chef. Pourquoi? Parce que depuis 2009, il y a le renouveau de la série, ce qu'on appelle un reboot en anglais, où Star Trek revient au cinéma. Et donc c'est le 3e film qui arrive avec Star Trek Beyond, ou Star Trek au-delà des limites. Et cette fois-ci, la musique est plus signée par Alexander Courage, qui n'est plus de ce monde, mais signée par Michael Giacchino, dont on a beaucoup parlé ici. Je vous propose de tout de suite écouter un petit extrait des nouvelles images sur le dernier Star Trek Beyond, musique de Giacchino. Écoutez.
il est bien dans le genre. Oui, là, ah bah oui. Là, il est dans le genre. Oui, Ouais. c'est très symphonique. Ouais. Voilà. Giacchino ne mélange pas la musique électronique et la musique orchestrale, comme font d'autres compositeurs comme Hans Zimmer. Lui, c'est vraiment orchestral. Giacchino, juste pour vous dire, c'est quand même vous savez, le compositeur de là-haut, le monsieur qui parle avec sa maison là, chez Pixar, Ah, vous oui. savez, avec les ballons et tout. Avec Il a des eu grosses lunettes. Avec des grosses lunettes, il a eu un Oscar pour ça. C'est Ratatouille, c'est la nouvelle planète la planète des singes, vous savez, le reboot. Le dernier Star Wars, c'est aussi Giacchino. C'est un peu l'enfant chéri d'Hollywood. Je pense que c'est le remplaçant potentiel de John Williams. Ah si. Bah, si. Quand vous y allez. Ah si, c'est quand même le premier compositeur qui a fait un Star Wars et qui a remplacé John Williams. Même si ce n'était pas C'est cet thème. comme ça, c'est acté entre deux, non? Je ne sais pas, mais à mon avis, je mise sur Giacchino sur l'avenir. Je vous propose de regarder justement ce garçon qui est extrêmement sympathique, on avait eu la chance de le rencontrer plusieurs fois, et qui nous parle de son travail justement sur la difficulté. C'est qui c'est Oh, bah voilà. Qui est ouais. un garçon d'une gentillesse, on a envie que ce soit votre meilleur ami. C'est deux grands compositeurs, là. Non, c'est gentil. L'un des deux est un Je peu... connaissais celui de gauche, celui de droite, je ne sais pas qui c'est. Lequel, qui celui en gris, c'est qui en fait, voilà. Il y en a un qui est très connu à Hollywood et l'autre qui est très connu ici, dans son immeuble. Oui, dans le 15e. Regardez Giacchino qui nous raconte à quel point c'était difficile de remplacer justement le thème mythique de Star Wars. Regardez. Has such a rich musical legacy, and so it was intimidating. I remember when I first sat down to start working on it, all I kept doing was writing things that felt like it came out of the old motion pictures, and just let go of everything that I had sort of carried with me all my life about Star Trek, and just do something that felt like, you know what, this feels like the beginning of a friendship to me. And I remember playing that for JJ for the first time. He said, "That's our Star Trek. That's it. That's our guys. You know, that's our theme." Dites donc, il est very young, hein? Oui, c'est incroyable. Très jeune. Oui, il a 40... Il a... Oh, non, ça va. si, mais oui, il a 49 ans. Oui, incroyable. Non, mais il va avoir une carrière de dingue. Alors, entre Alexander Courage, qui était le premier compositeur de la série télé, et Giacchino de la dernière série cinéma, il y a eu Jerry Goldsmith. Jerry Goldsmith, c'est un immense compositeur qu'on oublie un peu, qui avait fait le premier film dont j'ai le vinyle ici. Voilà. Oh. Oui, le vrai vinyle. Le vrai vinyle, oui. Alors, il a beaucoup passé celui-là. Puis il est tombé, la boîte est esquintée, mais le disque tourne toujours. Là, les enfants jouent avec. Hein. Oui, je pense qu'ils jouent au frisbee avec. Le chien aussi, même. Ça sert à quoi le truc noir? Non, c'est un disque. Trop tard. Attends, bouge pas. Hop là. Oh, les effets spéciaux. Ouais. Sans les reflets. Alors, avec reflets, attends. Avec reflets, sans les reflets. Oh, c'est beau, c'est avec reflets, c'est bien, non? Ça vous embête pas de tuer ma chronique avec des effets spéciaux? Ça sent le 7 d'or. Oui. C'est pas loin. Ah, je l'ai loupé, hein. 30 fois. Ah, zut, il faudra que mettre un petit... Oui, vous avez vu, il y a un petit bout de... J'aime bien quand vous faites atelier travaux manuels pendant ma chronique, chef. Moi, j'aime bien. Enfin, ça... Je vais vous réparer ça. Je peux avoir un café, t'as de l'addition aussi, alors, parce que je pense vais vous réparer ça, et là, faites voir. il est bien conservé. Non, il est appareillé. Ah, quoique. Oh, qui l'a... Ah bah ça, c'est le chien, je te jure. Bon, en tout cas, c'est beau. Je continue pendant... Faut enlever les dents du chien. Arrête, que le chien arrête de mordre. Faut limer les dents du chien. Et Jerry Goldsmith, c'est un immense compositeur. Je vous raconte la petite histoire. Ouais. Le premier mais film... on s'en fout. Mais je sais bien, mais je vais le raconter quand même. Je suis habitué. Ça, c'est Jerry Goldsmith. Le gars a fait quand même la musique d'Alien, il a fait la musique de la Malédiction, vous savez. Donc, il a eu un Oscar. Musique incroyable, musique contemporaine très, très puissante. Le premier film a été réalisé par Robert Wise. Robert Wise, c'est le monsieur qui a fait West Side Story, l'air de rien. Et donc, Robert Wise, Jerry Goldsmith, écrit un premier thème et Robert Wise dit « J'aime pas tellement ». Donc, Jerry Goldsmith, je suis pas très content, je viens d'avoir un Oscar et tout. Il refait un deuxième thème et ça devient un thème incroyable parce que c'est ce qui lui a ouvert la porte, Jerry Goldsmith, de tous les films de science-fiction, à part évidemment les films de Spielberg, qui étaient destinés à John Williams. Je vous propose d'écouter le thème qu'a écrit Jerry Goldsmith, qui était incroyablement puissant. Regardez bien. Je l'ai sorti... Oui, le Catogan était à l'époque. C'est donc Jerry Goldsmith qui mais dirige. souvent, les musiciens sont curieusement coiffés. C'est vrai? Je Ouais. ne vois pas de quoi vous parlez. Ça glisse sur moi, vous savez, comme de l'eau sur les plumes d'un cygne. Comme ça. Non, mais ça, je trouve que ça n'a pas trop vieilli, finalement. Non, ce thème. C'est vrai. Et Sylvie disait que c'était plus empathique comme thème. C'est vrai que ça emporte. Voilà, Jerry Goldsmith, Giacchino, le film. Enfin bon, acheter des musiques de films, c'est important. Voilà. Merci beaucoup. Gros bisous.
Madame, monsieur, à plus tard. Mademoiselle Laura Duhab a des choses à vous dire à propos de... Tiens, vous parliez de congrégation. Là, on n'est pas loin. On n'est pas loin. C'est une application qui vise à reconnecter les chrétiens avec leur religion grâce justement aux nouvelles technologies. L'application s'appelle God Bless You. Le créateur, c'est lui, c'est un Normand, Sébastien Poncelet. Il était très croyant et il s'est dit, qu'est-ce que je peux faire pour aider mes amis à se reconnecter? Eh bien, vous avez l'application qui vous permet de faire un signe de croix sur tous vos amis et de les bénir. C'est-à-dire que si je vous bénis, William, eh bien, vous allez recevoir une petite notification comme quoi je vous ai bien béni. Et même si vous n'êtes pas chrétien, vous pouvez faire un petit cœur. Et l'application se veut œcuménique. Pour l'instant, le diocèse de Rouen a donné sa validation. Geoffroy de la Touche, curé de Dieppe aussi, il paraît que c'est le geek des chrétiens, et il part au Vatican pour faire bénir l'application par le pape François. Ah oui, pour la faire valider. Pour la faire valider et pour qu'elle puisse... Ça sera comme une bénédiction officielle. Oui, exactement. Peut-être que le pape François pourra nous bénir à distance connecté, comme lui. ça. Vous enverrez votre photo, puis vous recevrez un petit signe de croix avec la bénédiction du pape François. D'accord. On n'arrête pas le progrès. À suivre. Merci beaucoup.